notre objectif aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à la propriété intellectuelle. Alors, on est qui? Attendez, hop. Voilà, cabinet Placereau. Alors, on est un cabinet de conseil en propriété industrielle. Donc, c'est une profession qui est assez méconnue. Donc, on est une profession réglementée, comme les avocats. On est à peu près 1000 en France, versus 65 000 avocats. Moitié juristes purs. Donc, les juristes s'occupent des marques, des dessins et modèles, des contrats. Et l'autre moitié, ingénieurs brevets. Donc, les ingénieurs brevets ont une formation technique et une formation aussi juridique spécialisée dans le droit des brevets. Et on est soumis aux mêmes règles de déontologie que les avocats, à savoir notamment le secret et puis aussi éviter les conflits d'intérêts entre clients. Alors, cabinet Placereau, c'est l'un des cabinets leaders en Europe pour la propriété industrielle. On a le plus gros de nos effectifs qui est sur Paris, mais on a aussi des bureaux en province, comme à Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux. Et on a des bureaux à l'étranger, à Shanghai et à Prague. Donc, pour qui travaillons-nous? Pour tout type d'entreprises, des françaises, des étrangères, de toute taille, et notamment les startups. Alors, donc, ça fait depuis toujours qu'on travaille pour les startups. Et on a créé au sein du cabinet une équipe de juristes et d'ingénieurs brevets spécialisés dans les startups parce qu'on a vu, ça remonte à peu près il y a 10 ans, on a vu vraiment le nombre de startups augmenter en France. Et c'est pour cette raison qu'au sein du cabinet, on a décidé de rationaliser notre façon de travailler pour les startups qui n'est pas la même que pour des grandes boîtes comme Total, Danone, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'on est ici. Et donc, en fait, alors pour revenir sur les startups, donc nous, on a accompagné des startups depuis toujours. On a accompagné dès le début, par exemple, une startup qui n'en est plus une, comme WeThings. Et aujourd'hui, on travaille pour des startups dans tous les domaines techniques, parce que c'est la force de notre cabinet. On couvre tous les domaines techniques, comme par exemple les neurosciences avec Rythme, ou alors l'agriculture en milieu urbain, Agricool, ou des produits grand public, comme par exemple Shepherd, les brassards pour joggers. Enfin, on a beaucoup de clients qui vont à Las Vegas chaque année. Donc voilà. Alors, maintenant, la propriété intellectuelle. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, la propriété intellectuelle, donc, c'est du droit. C'est une branche du droit, comme par exemple, il existe un code de la propriété intellectuelle, comme il existe le code pénal, le code du travail, le code civil, etc. Et c'est le droit qui protège ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Donc, il y a 4 catégories d'œuvres de l'esprit. Alors, il y a celles qui revêtent un caractère technique et qu'on appelle les inventions et qu'on protège par brevet. On a ensuite les créations esthétiques, donc c'est ce qu'on appelle communément le design. Et donc ça, donc on va protéger un décor, une forme, et on protège ça par des dessins et modèles. Ensuite, on a les marques, qui sont les signes distinctifs qui permettent de distinguer donc, des services ou des produits. Donc là, les marques, ça, vous connaissez bien. Et puis ensuite, on a le droit d'auteur, et qui couvre notamment les logiciels. Un petit focus sur les brevets d'invention. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des brevets. Je suppose que vous connaissez déjà. Donc, juste pour rappel, en fait, un brevet d'invention, alors quand les inventeurs viennent nous voir, ils ont une invention bien précise. Donc, et nous, notre travail consiste à généraliser au maximum l'invention pour pouvoir la couvrir de la manière la plus large possible et avoir un brevet fort et pas facile à contourner. Ce qui va définir la protection de l'invention, c'est les revendications. Donc, c'est là où on va lister en fait tout ce qu'on souhaite protéger et utiliser des termes assez larges. Ces termes, ces caractéristiques peuvent même être d'ordre fonctionnel.
Donc notre travail, c'est de comprendre l'invention et d'essayer de comprendre tous les modes de réalisation possibles, d'anticiper tous les modes de réalisation futurs aussi. Et donc, on a une discussion très poussée avec l'inventeur pour voir jusqu'où on peut aller et obtenir à la fin donc une protection très large. Alors, l'autre partie du brevet, donc, c'est ce qu'on appelle la description, et c'est ça qui va en fait permettre de rentrer dans les détails de l'invention. Et la description doit permettre à un homme du métier de reproduire l'invention, en fait. Parce qu'en fait, l'esprit d'un brevet, c'est la société qui va accorder un droit exclusif à un inventeur pendant 20 ans, en échange de quoi celui-ci divulgue son invention à la société, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a ce critère de suffisance de description qui est aussi important, parce que c'est ça le deal, en fait. C'est je te donne un monopole en échange de quoi tu divulgues l'invention. Et c'était justement les brevets, c'était un moyen en fait d'inciter en fait les inventeurs à rendre publiques leurs inventions, qu'ils les gardent pas secrets pour faire progresser la technologie et le savoir commun. Alors, un brevet a une portée territoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas de brevet mondial. C'est toujours par pays. Donc, il y a des brevets régionaux, comme par exemple brevet européen, ou le brevet, ou en Afrique aussi, il y a des zones comme ça où le Golfe, le Golfe les pays du Golfe, en fait. Et alors, il existe quand même une procédure centralisée qu'on appelle un PCT, qui est une demande internationale de brevet, qui permet pour les premières années, en fait, de centraliser. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Mais à la fin des fins, il faut toujours, de toute façon, choisir dans quel pays on va et déposer pour chaque pays. Donc c'est pour ça que ça peut être assez coûteux, une protection par brevet. La durée de protection, c'est grosso modo, on va dire 20 ans. Il peut y avoir des domaines comme par exemple en pharmaceutique où on peut aller un peu plus loin pour compenser justement le fait qu'on met du temps à mettre sur le marché, à obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et puis, il y a des pays comme les États-Unis où les retards de procédure peuvent être compensés par des jours additionnels de protection. Donc, mais grosso modo, ça peut aller jusqu'à 1, 2, 3 ans supplémentaires. Alors, les objets brevetables, alors, grosso modo, tout est brevetable, en fait. Il y a des exceptions, mais on arrive souvent à les contourner, en fait. Il s'agit juste de savoir comment rédiger les revendications. Et puis, on peut couvrir un produit, on peut couvrir un procédé, une utilisation, donc c'est très large. Et puis, il faut savoir aussi que la jurisprudence évolue. Et donc, à un temps T, il se peut que quelque chose soit difficile à breveter, et 10 ans plus tard, ça devient facile. Donc, il ne faut pas partir des idées reçues, c'est pas brevetable. Non, en fait, il faut vraiment voir au moment où vous souhaitez protéger et demander à un spécialiste. Et par exemple, une des idées reçues, souvent, c'est les logiciels, c'est pas brevetable. C'est archi faux. En Europe, il y a des moyens on peut tout à fait protéger les logiciels, et aux États-Unis aussi. Alors, les conditions de brevetabilité, donc c'est très simple. Il faut que déjà, ce qu'on revendique, ce soit nouveau. C'est-à-dire au moment du dépôt du brevet, il ne faut pas que votre invention ait été divulguée. Alors, une divulgation, ça peut être par tout moyen. Ça peut être par une description écrite, mais ça peut être aussi lors d'une conférence. Vous avez parlé, décrit votre invention oralement. Ça peut être par Internet. Donc, c'est tout moyen. Donc, il ne faut surtout rien divulguer si vous souhaitez protéger votre brevet. Le deuxième critère de brevetabilité, c'est l'activité inventive. Alors, l'activité inventive, il ne faut pas croire non plus qu'il n'y a pas de hauteur d'activité inventive. Donc ça, c'est une notion un peu subtile. Et puis en plus, qui varie un petit peu selon les pays. On ne juge pas l'activité inventive de la même manière selon qu'on est devant l'Office européen des brevets ou devant l'Office américain des brevets. Et parfois, des choses qui ont l'air très bêtes, en fait, remplissent tout à fait le critère d'activité inventive. Donc ça, c'est pareil, il ne faut pas sous-estimer vos inventions, se dire non, c'est vraiment trop bête, c'est pas protégeable. Notre travail, justement, consiste à raconter l'histoire comme il faut pour passer le critère d'activité inventive.
Alors, là, le timing typique, en fait, d'un dépôt, qui est celui qu'on utilise le plus souvent pour les startups, justement parce qu'il présente des avantages, c'est de passer donc par la procédure PCT, qui est une demande internationale. Alors, au préalable, ce qu'on fait en général, on fait un premier dépôt, le plus souvent en France, donc devant l'INPI. Pourquoi? Parce que c'est pas cher en fait, les taxes ne sont pas chères. Donc on fait un premier dépôt, voilà. On va recevoir dans l'intervalle ce qu'on appelle un rapport de recherche, c'est-à-dire que l'office va justement chercher l'art antérieur opposable, en fait, pour pouvoir analyser, évaluer la nouveauté et l'activité inventive. Au bout de 12 mois, enfin dans un intervalle de 12 mois, on a la possibilité d'étendre ses droits à l'étranger, puisque là, ce dépôt français se limite à la France. Donc si vous êtes intéressé pour protéger votre invention en dehors de la France, vous avez la possibilité de le faire dans un délai de 12 mois. Et donc là, c'est là que la procédure PCT est très intéressante, parce qu'en fait, en un seul dépôt, vous pouvez désigner plein de pays, plus d'une centaine. Vous couvrez carrément, presque tous les pays du monde ont adhéré au système PCT. Donc vous déposez votre PCT. Alors à 18 mois, la demande de brevet, elle est publiée. Donc ça, c'est important, il faut garder ça à l'esprit, parce que c'est un peu l'inconvénient du brevet, c'est que votre invention, au bout de 18 mois, elle est publiée. Donc les tiers vont avoir connaissance de ce dépôt, s'ils font des recherches. Et après, au bout de 30 mois, donc on calcule tout par rapport au tout premier dépôt, là, il va falloir choisir où est-ce que vous voulez vraiment aller. Et c'est cette échéance-là qui est assez coûteuse, puisque là, il faut faire des dépôts devant chaque office. Donc on voit le système PCT, il est intéressant parce que ça permet de différer, déjà, la décision de savoir où est-ce que vous voulez protéger. Parce que là, vous êtes à 30 mois, vous avez eu le temps de mûrir, de voir, comprendre un peu mieux le marché. Et puis aussi de lever des fonds pour pouvoir financer cette échéance-là. Oui. Pour le PCT, au moment où tu choisis la forme PCT, Oui. tu disais qu'on pouvait désigner 100 pays d'un seul coup. Oui. Il n'y a pas de différence de taxe en fait? Non, du tout. Du tout, ouais. La taxe est la même. Ouais. Alors, le premier dépôt, alors tout dépend alors un brevet, en fait, tout dépend de la complexité technologique de l'invention, mais on va dire en moyenne, enfin c'est vraiment une moyenne, on peut compter, fait 5 000 € pour un premier dépôt ici. Voilà, ça couvre les taxes et les honoraires du conseil en propriété industrielle pour rédiger la demande de brevet complètement. Le PCT, les taxes sont plus chères, donc il faut compter un petit peu plus, entre 6 000 et 7 000. Et puis ensuite, là, il ne se passe quasiment rien, en fait. Enfin, il va y avoir un rapport de recherche qui va être émis de la même manière qu'ici. Bon, l'émission d'un rapport de recherche, il n'y a pas de taxe, en fait, puisque c'était compris dans le dépôt. Mais après, il faut quand même l'analyser. Donc, avec le conseil, ça génère quelques centaines d'euros d'honoraires. Et ici, en fait, quand vous arrivez à cette échéance-là, il faut compter, c'est pareil, c'est une moyenne, environ 5 000 € pour chaque dépôt, mais tout dépend, parce que les États-Unis, c'est assez cher, on monte en général jusqu'à 7 000. Le Japon aussi, puisque là, vous avez besoin de traduire en japonais. Le chinois, en fait, tout dépend de l'office. Il y a un office qui est pas cher, par exemple la Corée, mais il y a la traduction à côté. Donc c'est pour ça que la moyenne, il faut compter entre 5 000 et 6 000 pour chaque dépôt au bout des 30 mois. Mais du coup, si on paye la taxe au bout des 30 mois, quelle est la protection au niveau international entre la demande PCT et... Vous êtes couvert en fait. Ici, ça vaut. Ici, c'est comme si vous aviez une demande ici ou ici. Ça a le même effet. C'est-à-dire vous êtes protégé. Et ici, en fait, c'est pareil. Vous êtes même protégé depuis T0 si ici vous n'avez pas trop modifié vos revendications par rapport au premier dépôt. C'est l'avantage en fait du PCT. C'est reconnu comme étant comme si on avait déposé dans le pays qui est membre du PCT. En fait. Ça remplit la même fonction en fait. C'est un dépôt qui remplit exactement la même fonction. Du coup, c'est quoi la différence entre 12 mois ou 18 mois jusqu'à 30 mois? Du coup, on s'arrête jusqu'à 12 mois, ça suffit pour couvrir tous les pays?
Bah, ça, c'est juste un dépôt, c'est juste une formalité administrative. Mais vous devez quelque part confirmer en fait ce dépôt à ce moment-là, en fait. Voilà. Et après, il faut savoir que ici, vous allez avoir les procédures d'examen qui vont se dérouler dans chaque pays où vous avez validé. Et parce que chaque office va analyser les critères de nouveauté, d'activité inventive, de clarté, de suffisance de description, etc. Donc ici, ça génère des procédures d'examen pour chaque dépôt que vous avez fait jusqu'à la délivrance du brevet. Donc ça génère des coûts, effectivement. Et il faut compter à partir de là, en moyenne, je dirais 2 à 3 ans, en fait, avant d'obtenir un brevet délivré. Oui. Oui, ici, ce qui se passe, c'est que cette demande-là vit sa vie de manière indépendante. Et donc, en fait, il y a le rapport de recherche qui est émis ici, là. On va y répondre. Et après, ça va être délivré par l'INPI. Il faut compter, c'est pareil, il faut attendre. C'est très variable, en fait, entre 1, 2 ou 3 ans plus tard. Et une fois que le titre est délivré, en fait, et même avant, ça dépend des pays. Par exemple, l'INPI, en France, on commence à payer des annuités dès le dépôt, en fait. Des annuités, c'est-à-dire que des taxes de maintenance, en fait, chaque année, pour maintenir la demande puis le brevet en vigueur, on doit payer. Mais il y a des pays comme les États-Unis où on ne paye qu'une fois que le titre est délivré et en plus par des tranches de 4 années. Donc ça dépend vraiment des législations locales. Oui. La recherche que vous faites, vous parlez de la recherche d'antériorité ? Oui. Et donc ici, en fait, l'intérêt aussi d'un dépôt français, c'est que vous allez avoir donc ce rapport de recherche qui va être émis et qui vous permet d'avoir une vision assez claire sur l'art antérieur qui existe et d'évaluer justement la nouveauté, l'activité inventive de votre invention. Et ça permet d'ajuster le tir ici, en fait. Vous voyez, si il y avait un art antérieur que vous ignoriez, en fait, et qui donc apparaît dans le rapport de recherche, et qui fait que quand même, il y a une bonne partie de votre revendication qui ne répond pas aux critères de nouveauté, vous allez modifier la revendication. Donc souvent, en fait, on voit très large au dépôt, et puis après, on est amené à réduire la portée. Et donc, au niveau ça, c'est possible de le faire au stade PCT, en fait. Ce deuxième dépôt-là, vous allez pouvoir corriger des caractéristiques et même et rajouter des caractéristiques qui n'étaient pas là initialement parce que vous pensiez pas que c'était important. Et ça, ce deuxième dépôt vous permet de les rajouter ou d'exprimer les choses un peu différemment, en fait, de parfaire un peu votre brevet. C'est parce que, en fait, c'est... Vous pouvez tout à fait... Ouais, vous pouvez tout à fait ne pas faire ce premier dépôt français et déposer directement un PCT. Simplement, c'est un peu one shot, en fait. Le PCT, du coup, il coûte cher par rapport à un premier dépôt. Si vous adoptez cette stratégie... Ouais. Oui. Oui. Dans le dépôt français, vous incluez la recherche d'antériorité ? Oui. Ouais. En gros, on payerait 7 000 dans les deux cas pour aller sur la PCT. 10 000 peut-être dans les deux, en allant sur la PCT. Ouais. Au lieu de dépenser 15 000, voire plus. Alors que le dépôt français est inclus dans la PCT. Oui, tout à fait. Mais c'est simplement l'intérêt, c'est que si vous adoptez cette stratégie ici, là, vous pouvez, au moment de ce deuxième dépôt, ajuster le tir, en fait. Si initialement, les revendications n'étaient pas bien rédigées. C'est vraiment dans le cas où vous connaissez pas tout l'art antérieur. Et la recherche faite par l'INPI, elle est quand même très performante. Ils vont vraiment bien couvrir tout ce qui existe et vraiment aller sortir ce qui est le plus pertinent, en fait. Et nous, on peut le faire. Nous, on peut faire cette recherche. Mais quand je vous parle des 5 000 €, c'est pas inclus là-dedans. C'est juste la rédaction. 5 000 €, c'est juste la rédaction. Ouais. Et les taxes, ouais. Ouais. Donc, ça veut dire que si on fait un dépôt complet en PCT avec recherche d'antériorité, on est plutôt autour des 13 €. Alors, si vous faites un premier dépôt PCT
avec au préalable voilà, ce qu'on appelle, nous, une étude de brevetabilité. Alors, il faut compter, tout dépend, en fait, il faut voir, on peut faire, nous, des recherches de brevetabilité pour 2 000, 3 000 euros. Donc voilà, plus 7 000, ça fait 10 000, ouais, voilà. Mm. Ouais. Ouais. Bah, tout à fait. Alors, on va y venir après, justement. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que vous compreniez que la propriété intellectuelle, c'est tout aussi important que la recherche et développement ou le marketing. Et il n'y a pas de raison de ne pas vouloir investir dans la propriété intellectuelle, alors qu'en fait, c'est votre actif le plus important, quoi. Donc, oui. Alors après, on va y venir, mais l'INPI peut vous aider, la BPI aussi peut vous aider à financer vos premiers dépôts. Donc vous avez des aides, et puis tout dépend en fait. Pour les brevets, on ne fait pas de forfait ou de tarif particulier parce que ça dépend vraiment de la technologie. Vous avez, par exemple, un brevet en cosmétique, ça peut être très simple et ça peut être bien en dessous que 5 000. Ça peut être 3 500. Voilà. Après, quand c'est une invention dans les neurosciences qui allie le problème du médical avec le problème des capteurs, de l'électronique, des objets connectés, etc., là, ça peut monter jusqu'à 10 000, en fait. Tout dépend, en fait. Donc, c'est pour ça. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte, en fait. On voit la situation de la start-up. On en tient compte, ça, c'est sûr. On en tient compte. Mais on ne peut pas vous dire à l'avance ces temps où on vous fait un discount de temps. Enfin, pour nous, ça n'a pas de sens, en fait. On préfère voir au cas par cas. Et on sait aussi qu'il y a des startups qui peuvent lever des millions d'euros très rapidement, en fait. Auquel cas, pour eux, il n'y a pas besoin de tarifs spéciaux, en fait. Mais on s'adapte, on voit, on regarde, on discute. On peut, faut voir, il faut voir. Oui, non, mais ça peut se faire, ça peut se faire. Voilà, mais et on l'a fait, ouais. De tenir compte d'une levée de fonds imminente ou d'un prêt, en fait. On sait aussi, les startups attendent des prêts, etc. Donc, et on sait, voilà, que ça va arriver dans 3 mois, on en tient compte. Alors, voilà. Et le secret, souvent, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Est-ce que j'ai pas intérêt plutôt à garder mon invention secrète? Voilà, ça me coûte rien. Et puis voilà, je préfère faire ça. Et alors, simplement, c'est un petit peu dangereux de le faire parce que c'est très difficile de garder le secret. En fait, on sait que, surtout quand l'entreprise croît, en fait. Parce qu'il peut y avoir voilà, des gens qui viennent vous discuter avec les gens, et même avec des accords de confidentialité pas forcément respectés. Vous pouvez avoir aussi, nous on a vu des situations où les gens s'en vont, quittent la société et vont faire la même chose de leur côté. Donc là, c'est très difficile après d'aller les poursuivre pour vol de savoir-faire. Oui. Ah bah, tout dépend. Et puis en plus, c'est très progressif en fait. Il faut. Enfin, ça dépend. Ça dépend du pays, d'abord. Sachant qu'il y a des pays qui sont très chers et d'autres qui sont moins chers. Les États-Unis sont très chers. Voilà. La France, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Donc c'est pareil, c'est du cas par cas, ça dépend de beaucoup de choses, mais notamment de la portée territoriale et de là où est le litige. Voilà, et je dirais que, oui, pour en revenir au secret, bon, évidemment, pour les produits pour lesquels c'est facile de faire du reverse engineering, ça n'a pas d'intérêt. Donc le secret, ce serait plus pour des procédés, ce qui ne peut pas se voir et ce qui ne peut pas être reverse engineering. Et il y a aussi le grand problème du secret, c'est que si vous ne déposez pas, quelqu'un peut le faire après.
enfin en même temps. Et ça peut poser des problèmes de liberté d'exploitation ensuite. C'est-à-dire que vous devenez dépendant de ce brevet. Et c'est assez compliqué à gérer. Et puis, oui, pardon. Mais justement, là, c'est pas dévoilé, c'est gardé au secret. Mm. Et par exemple, il y a une entreprise très connue qui, pendant longtemps, a adopté cette stratégie, c'est Michelin. Et à partir des années 80, ils se sont rendus compte que c'était pas tenable, en fait. Et ils ont adopté plutôt l'inverse, une stratégie de dépôt, parce que trop difficile à tenir, en fait. Trop contraignant. Et si on trouve qu'on a une exploitation antérieure, est-ce que ça joue comme une antériorité? Alors, il y a ce qu'on appelle la possession personnelle antérieure, mais c'est très limité. En fait, c'est limité au territoire français. Il faut répondre à des conditions bien particulières. Vous ne pouvez pas céder ça ou seulement avec le fonds de commerce. Enfin, c'est... Dans le cas d'un abus, Oui. on va dire dans le cas que quelqu'un d'autre développe le procédé et puis le dépose. Demain, par exemple, je trouve la recette du coca, je la dépose. Ouais. Comment, voilà, est-ce que Coca aura le droit de continuer à... Je développe, j'ai la recette, donc, et je l'exploite, donc j'ai une antériorité. Non révélée, mais la connaissance. Oui, donc c'est ça, c'est la possession personnelle antérieure, mais c'est, vous pouvez, enfin, donc comme je disais, c'est très très restreint en fait. Vous pouvez pas aller en dehors de la France, par exemple. Et encore pour moi, c'est même quasiment impossible parce que de l'usage ne met aucun droit. C'est pas parce que vous avez utilisé un procédé en le gardant secret que ça va faire naître un droit. À l'inverse, que la divulgation. Quelqu'un qui va effectivement divulguer dans le cadre, par exemple, d'une invention qui est brevetée, et qu'ensuite on s'inscrit dans un schéma de protection par brevet, là vous allez avoir un droit matériel à opposer. Alors qu'à l'inverse, c'est exactement ce que vous disiez Nadine, sur on ne peut pas attaquer en contrefaçon si on n'a pas de titre à opposer à quelqu'un. Ouais. Donc si vous choisissez de conserver votre procédé, par exemple, secret, du coup, vous allez même vous auto-divulguer en essayant de l'opposer à cette personne-là. Donc ça va aussi vous créer d'autres problèmes sur la protection future de votre En fait, la base, c'est le fameux deal dont vous parliez au début. Oui, ouais. ouais. On ne peut pas attaquer en contrefaçon. Ouais. Non, le secret, enfin, vraiment, ça a beaucoup d'inconvénients, en fait. Hein. Oui. Si je dis juste un peu, donc en fait, on dépose le brevet, il reste secret pendant 18 mois, c'est ça? Oui. Du coup, quelqu'un qui le dépose 6 mois après moi, Oui. vous ne pouvez pas avoir connaissance Non. du brevet. Mm. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quand même une antériorité qui joue pour la personne qui l'a déposé en premier? Tout à fait. Voilà, c'est un art antérieur, une catégorie d'art antérieur très particulière, mais qui est prise en compte, en fait, c'est ce qu'on appelle les demandes intercalaires. Et donc, vous êtes le premier déposant, vous avez le droit au brevet. Celui qui a déposé après vous, sa demande n'apparaît qu'après, et la vôtre d'ailleurs, que 18 mois plus tard, n'empêche que ça fait quand même partie de l'art antérieur. Donc, ouais. Et à ce titre-là, il peut y avoir des attaques antérieures En fait, tout simplement, vous êtes le premier déposant, vous serez une antériorité opposable au deuxième déposant. Donc, si vous protégez la même chose, le deuxième n'aura pas le droit au brevet. C'est vous qui avez droit au brevet. Et je veux dire, sur la période d'exploitation où c'était secret, est-ce que... Alors, moi, oui. Après quelqu'un, Oui. J'avais aucune connaissance de Ouais. ce dépôt. Est-ce qu'il peut m'attaquer en me disant j'avais quand même cette... En fait, sa demande va être opposable à partir de la publication, donc ça se calcule au niveau. Il est tout à fait en droit de vous attaquer effectivement en contrefaçon. Ouais, tout à fait. Après, c'est des histoires de calcul de dommages et intérêts. En fait, tant que son titre n'est pas publié, il ne peut pas demander des dommages et intérêts pour la période où c'était pas publié, en fait. Et ça, du coup, vous faites recherche d'antériorité. Oui. En fait, vous n'arrivez pas à savoir tous les... Oui, voilà, exactement. Il y a toujours cette période de 18 mois où on ne peut pas savoir. Non, enfin, ils n'ont pas le droit, ouais. Ouais. Ils n'ont pas le droit, en fait. Si l'INPI a accès aux données en interne, Ouais. elle n'en tient pas compte.
parce qu'autrement, il trahirait elle doit rester confidentielle dans les 18 mois, donc c'est pas possible pour un office de le divulguer. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ouais. Donc effectivement, il y a toujours, effectivement, parce que le rapport de recherche, il est émis dans une période dans les 9 mois. Donc le rapport de recherche de l'INPI, il peut omettre les demandes de brevets qui apparaîtraient après. Il y a toujours effectivement 9 mois versus 18, ça couvre pas, quoi. Donc c'est l'intérêt aussi du PCT, c'est-à-dire vous êtes un décalage de 12 mois, là vous allez les voir en fait. Alors on va parler maintenant du parent pauvre de la propriété industrielle, parce que c'est un droit qui est trop souvent méconnu et peu utilisé, qui est une protection directement complémentaire au brevet. Parce que, donc, on l'a vu, le brevet vient protéger l'aspect technique, tandis que le dessin et modèle va protéger l'aspect extérieur, esthétique de votre innovation. Donc, concrètement, ce que l'on va déposer auprès notamment de l'INPI, ce sont des vues de votre modèle. Et ces vues-là doivent être impeccables. Elles doivent être absolument optimale, la qualité doit être optimale afin de bien délimiter en fait la portée de protection de votre dessin et modèle. Si vous faites un dessin et modèle, par exemple sur une chaise, et que vous prenez la moitié de la chaise, vous allez obtenir la moitié de la protection sur la chaise. Donc ça serait vraiment dommage. À l'instar du brevet, vous avez donc une protection territoriale qui n'est pas mondiale. Vous déposez en France auprès de l'INPI. Vous avez un dépôt régional auprès de de l'EIPO. C'est l'office communautaire en fait des dessins et modèles et des marques. Donc c'est intéressant d'avoir un dépôt et modèle communautaire dans la mesure où vous allez viser en un seul dépôt 28 pays. Et là, par contre, il n'y a pas de taxe pays par pays, c'est une taxe pour les 28 pays. La durée de protection, c'est une protection qui est un peu plus grande que pour les brevets, c'est 25 ans, mais vous devez le renouveler tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, vous devez vous prononcer sur le renouvellement ou pas de votre dessin et modèle. Si vous loupez les 5 ans, votre dessin et modèle va tomber dans le domaine public. Qu'est-ce qui est protégeable par dessin et modèle ? Eh ben, vous pouvez vous dire que tout ou presque est protégeable par dessin et modèle à partir du moment où il est visible par le consommateur. C'est-à-dire que sont déposables à titre de dessin et modèle. Donc, je disais une chaise, ça peut être une lampe, ça peut être le design d'une voiture, ça peut être le design d'un rétroviseur de voiture, ça peut être une cabine de douche, par exemple, un radiateur. Mais également, on l'a vu dernièrement, ça peut être tout simplement une interface de votre application mobile. Notamment, Apple fait souvent ça. Soit il dépose ses interfaces d'application, soit il va déposer ses icônes. Et dans le procès contre Samsung, il s'en est bien servi, puisqu'on parle souvent des brevets, de la guerre des brevets entre Apple et Samsung, mais il faut également garder à l'esprit que Apple a agi à l'encontre de Samsung sur la base de ses dessins et modèles, sur ses icônes, justement. Donc, ça fait partie d'une ère de la guerre. C'est un droit de propriété industrielle, il faut pas l'oublier, parce que en plus, il peut arriver que votre innovation ne soit pas brevetable, mais pas du tout. Mais par contre, elle peut être protégeable par dessin et modèle. Donc il faut en avoir conscience. Quelles sont les conditions de protection pour obtenir un dessin et modèle ? C'est la nouveauté également. Il existe un délai de grâce. Par exemple, si vous vous auto-antériorisez, vous allez divulguer par exemple votre modèle au CES de Las Vegas, mais vous vous dites « Ah mince, j'ai oublié de faire le dépôt ». C'est pas grave, vous avez 12 mois à compter de sa divulgation pour procéder au dépôt. Au-delà des 12 mois, il tombe dans le domaine public, tant pis.
tant pis pour vous. Par contre, en brevet, le délai de grâce, il ne faut pas compter là-dessus parce qu'en Europe, il n'y en a pas. Et aux États-Unis, il y en a dans des conditions très strictes. Mais si on veut pouvoir protéger partout, il ne faut surtout pas divulguer. Autre condition, c'est ce qu'on va appeler le caractère individuel ou le caractère propre. C'est le fait qu'il n'existe pas d'impression similaire sur l'observateur averti. Donc c'est un peu ce qu'on va appeler la similarité. Si un modèle ressemble trop à un autre, il va rentrer dans le caractère individuel. Donc c'est une appréciation qui se fait, la nouveauté et le caractère individuel, elle ne se fait pas devant les offices. L'office va enregistrer votre dessin et modèle. C'est une protection que vous pouvez obtenir en 2 jours. À partir du moment où vous avez déposé, vous obtenez un numéro de dépôt avec une date de dépôt. Et dans 2 jours, l'office, en tout cas l'office européen, va enregistrer votre modèle. Donc vous aurez un droit en 2 jours. Et ça, c'est vraiment c'est un avantage. Ça peut être un avantage concurrentiel. Il faut savoir que l'office ne va pas examiner ni la nouveauté, ni le caractère individuel. Par contre, il pourra être challengé par un tiers, si votre modèle pourrait être challengé par un tiers, si ce tiers considère que lui, il a des droits, par exemple des droits d'auteur, sur un modèle de chaise qui est très proche de celui que vous avez déposé, et à ce moment-là, il va en demander la nullité. Bon, c'est une autre procédure, mais ces 2 caractères seront appréciés a posteriori. C'est que lors d'un examen au cours d'une action en nullité. Alors ça, par contre, c'est plus notoire, disons, la marque. On se dit, oui, la marque, c'est super, c'est simple. C'est pas si simple que ça. Donc la marque, ça protège un signe qui identifie des produits et des services provenant d'une entreprise donnée. Ce qui est important pour une marque et qui caractérise sa protection, en tout cas qui la délimite, c'est le libellé. Ce que j'appelle le libellé, c'est le choix des classes. Et dans ces classes, vous avez une description. Par exemple, la classe 9 va désigner les logiciels, la classe 25 va désigner les vêtements, la classe 35, la publicité, etc. Donc à partir du moment où vous avez ciblé vos classes, il ne reste plus qu'à rédiger le libellé. Et c'est là la partie la plus difficile quand on dépose une marque, parce qu'il ne faut pas se fier en fait à ce que vous propose l'INPI et ne pas se fier aux en-têtes de classe. Parce que lorsqu'il existe les en-têtes de classe, donc par exemple la classe 9, encore une fois, ça va être la classe des logiciels, et l'en-tête, ça va être appareil électrique, appareil de télécommunication, etc. Mais dans cette classe, dans cette en-tête, en tout cas dans la classe, il va exister les logiciels, les lunettes de soleil, mais également les vêtements de protection, les casques de protection. Tout ça, ça reste dans la classe 9. Et ça, si vous ne le savez pas, si vous ne creusez pas le libellé, vous pouvez passer à côté de la protection de votre marque. Donc ne négligez pas, soyez curieux d'aller regarder classe par classe ce qu'il existe pour justement choisir les bons produits et services et pour donner à votre marque la portée qu'elle doit avoir. Parce que si vous passez à côté de ça, votre marque, elle ne vaut rien. Alors, la portée territoriale, c'est exactement la même chose. Pas de marque mondiale, une marque française ou une marque de l'Union européenne. C'est le même système que pour les dessins et modèles. Vous protégez en un seul dépôt les 28 pays. La durée de protection, c'est 10 ans et c'est renouvelable indéfiniment. Alors, vous n'avez pas, comme les brevets, la notion d'annuité. Vous ne payez pas tous les ans un droit, enfin un coût, pour une taxe, voilà, pour maintenir en vigueur votre marque. Non, c'est tous les 10 ans, vous allez devoir, en tout cas l'INPI ne va pas vous dire forcément quand est-ce que votre marque va être échue, c'est à vous de tenir votre petit calendrier, ou bien à votre conseil. Donc tous les 10 ans, vous renouvelez, et c'est de manière indéfinie. Vous pouvez renouveler tous les 10 ans.
Qu'est-ce qu'on peut protéger à titre de marque? Donc une dénomination, une marque verbale, donc on va citer les marques notoires, Google, Chanel, Apple, etc. Le logo, donc le logo de Google, de Apple par exemple, n'importe quel logo vous pouvez le déposer. Le logo peut faire l'objet d'un dessin et modèle, mais également d'une marque. Vous pouvez combiner les protections également. Vous pouvez aussi déposer des marques semi-figuratives, donc combiner à la fois la marque verbale plus le logo. Et il existe aussi des signes spéciaux, sans trop m'y attarder, parce que c'est des signes vraiment spéciaux qui existent, mais qui sont peu acceptés par l'Office parce que trop spéciaux. C'est ce que les marques tridimensionnelles, les marques sonores. Les marques sonores encore, ça, c'est relativement plus fréquent. Et les marques olfactives. On a tenté par le passé de déposer l'odeur de l'herbe fraîchement coupée pour des balles de golf. Bon, ça n'a pas marché. Alors, quelles sont les conditions de protection? Une marque doit être disponible, elle doit être distinctive par rapport aux produits et services qu'elle désigne, et elle doit être non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Donc, disponible, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'un tiers ne doit pas détenir cette marque. Cette marque est l'identique ou cette marque similaire, une marque similaire. Alors, attention, quand vous faites votre dépôt, l'INPI, il va accueillir votre formulaire, votre demande, mais en aucun cas, il va effectuer une recherche d'antériorité. Donc, exemple, vous déposez la marque Chanel, l'INPI va dire « pas de problème ». J'accepte la marque Chanel, et il appartiendra du coup à la marque Chanel d'agir à l'encontre de ce dépôt. Mais jamais l'INPI va rejeter la marque parce qu'il existe une marque déjà enregistrée sur le registre. Vous aviez une question? Est-ce que on applique aussi la notion d'obsolescence de la marque? Quelqu'un détient une marque, ne l'exploite pas Oui. depuis très longtemps, je dépose. Alors, Derrière, la personne dit moi j'ai la marque. Elle perd ses droits parce qu'elle n'a pas exploité la marque. elle peut perdre ses droits, mais il va falloir que vous fassiez une action en justice pour cela. Si vous voulez, les droits ne tombent pas comme ça. Il faut que vous alliez la chercher, cette marque. Effectuer une action en nullité pour défaut d'usage. Et c'est au bout de 5 ans. Si la marque n'a pas été utilisée pendant 5 ans, vous êtes en droit, effectivement. Et si vous avez un intérêt à agir, vous pouvez demander en justice. Donc là, ça peut coûter un peu cher, au moins 5 000 €. Je crois que c'est le chiffre de la soirée. Donc, En pratique, c'est souvent aussi un argument de défense. C'est-à-dire que vous allez utiliser un signe, le titulaire d'une marque antérieure va venir vous voir et va vous dire regardez, vous êtes en train de contrefaire ma marque parce que je dispose de cette marque et de droits antérieurs. Et vous, en défense, vous allez pouvoir dire ok, mais démontrez-moi que vous exploitez effectivement cette marque. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir, donc, à titre conventionnel, en défense, vous en sortir en obtenant éventuellement la nullité de la marque parce qu'elle n'a pas été exploitée pour les produits et services qui vous sont opposés. Donc c'est aussi, il y a cet aspect proactif, c'est-à-dire avant le lancement d'un projet, on peut faire le ménage, mais il y a aussi l'idée que si vous ne voulez pas engager de frais ou si vous voulez simplement tenter le coup, vous pouvez le faire et attendre un petit peu qu'on vous tombe dessus pour l'invoquer en... Exactement, c'est une stratégie à adopter. C'est ce que j'avais fait il y a quelques années, mais en fait, je ne savais pas si c'était applicable en Europe. Oui. Ah, d'accord. Si, ça existe. Ouais. Et enfin, voilà, enfin, non pas enfin, deuxième point de la distinctivité, donc c'est une appréciation par contre que l'INPI effectue quand elle examine en fait votre demande. Elle va apprécier la distance en fait que vous avez entre le nom choisi et les produits et services que vous avez désignés. Donc, en aucun cas, vous pourrez déposer la marque stylo pour désigner des stylos, puisqu'elle sera directement descriptive en fait des produits.
Et puis, la marque doit pas être contraire, elle ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Donc, c'est un peu plus classique, mais donc ont été rejetées les marques cannabis, par exemple, hein, ou les marques Les Cendants, ou la marque Les Cendants, vous savez, ou encore la marque Je suis Charlie. Je suis Charlie. Il y a des petits malins qui ont souhaité déposer la marque Je suis Charlie après les événements de novembre. Et l'INPI a considéré que c'était absolument pas possible dans la mesure où c'était contraire aux bonnes mœurs. Et de la même manière, les Cendants évoqués par notre ex-président de la République, pareil, quelqu'un a souhaité déposer la marque et dans la mesure où ça a fait une polémique, voilà, cette marque a été rejetée sur ce motif-là. Un signe, la marque, c'est un signe qui est à surveiller parce que tout, comme vous l'avez vu, comme l'INPI ne procède pas à des recherches d'antériorité, tout tiers peut déposer une marque qui est identique ou proche à la vôtre. Donc, pour éviter la dilution de votre marque, pour en faire du coup une marque forte, une marque valable sur le marché, vous devez surveiller ce que font les tiers et donc mettre en place au minimum une veille sur le site de l'INPI. Ce qui va vous donner en gros l'accès donc aux marques françaises, mais également européennes, voire aux marques internationales visant la France. Après, c'est une surveillance qui devrait être mise en place de manière plus régionale, soit au niveau européen, soit au niveau mondial. Mais ayez bien en tête que l'INPI ne va pas vous aider, en tout cas dans le combat, si vous voulez, de lutte contre des tiers qui voudraient en fait déposer une marque qui est identique ou proche de la vôtre. Proche, c'est ce qu'on appelle, c'est similaire visuellement, identiquement et conceptuellement. Ah. C'est voilà, super. C'est une appréciation qui se fait justement par les conseils en propriété industrielle. Quand vous souhaitez déposer, quand une start-up ou n'importe quelle société souhaite déposer, on va conseiller avant tout dépôt de faire une recherche d'antériorité. Et c'est lors de cette recherche d'antériorité où on va apprécier en fait, selon ce que l'ordinateur va nous sortir, toutes les marques qui sont forcément identiques, ça va être simple, mais apprécier les marques similaires. Donc une marque qui va avoir une lettre de différence, une sonorité d'attaque un peu différente, ou bien une marque qui est conceptuellement identique. Là, on va émettre un avis pour dire est-ce que cette marque, oui ou non, elle représente un obstacle à la poursuite de votre projet. Et il est vrai que le registre français est très, très, très encombré. Et par rapport au registre américain, où le registre américain fait pas mal de ménage en demandant tous les 5 ans des preuves d'usage pour maintenir le droit. En France, l'INPI ne demande pas ces preuves d'usage. Donc, il y a énormément de marques. Ce qui veut dire potentiellement des obstacles. Et en plus, du coup, en fait, on a quand même intérêt à vérifier s'il y a un risque de rentrer dans le scope d'une marque déjà déposée avant de vraiment communiquer. Oui, la recherche va vous orienter. Ça va être la base de... Vous avez 2 options stratégiques. Soit vous déposez, vous attendez ce qui se passe. Et là, un tiers peut vous tomber dessus et à ce moment-là, on va essayer d'éteindre l'incendie. Si incendie il y a, parce que parfois vous avez des tiers qui souhaitent agir, mais on va leur dire, non, mais on va dire à notre client, mais c'est pas parce que tu as reçu une lettre de mise en demeure que tout de suite, ça va tu es en tort. Potentiellement, on considère que là, le risque de confusion n'y est pas, donc on peut l'inviter à maintenir sa marque et à lutter contre le tiers qui souhaite l'attaquer. Ou bien, deuxième option, et à ce moment-là, on fait une recherche d'antériorité et puis on essaye de l'accompagner, déjà d'identifier les potentiels obstacles et d'y aller en toute connaissance de cause. C'est 2 options. Quels sont les risques ?
Le risque, c'est que de subir une opposition, c'est une opposition administrative, ça va, c'est gérable, c'est pas cher, vous pouvez vous défendre aussi tout seul. Après, voilà, ça peut être une action en contrefaçon. Donc là, ça commence à être un peu plus sérieux, puisque ça, c'est une action qui se passe devant les juges, la justice. Donc c'est tout de suite, vous allez devoir être représenté par un avocat, donc des frais à prévoir, certainement. Donc c'est pas anodin. Et puis, en plus, vous pouvez très bien avoir commencé à commercialiser votre produit sous ce nom-là. Donc, vous allez devoir peut-être renommer votre produit. Ça peut engendrer des frais conséquents. Alors, des difficultés, oui. On en a des cas, en fait, où en plus, on n'a pas que ça à faire, quoi. L'entrepreneur, il n'a pas forcément que ça à faire, gérer en plus ces problèmes de marque, de quelqu'un qui dit « Eh oh, j'en ai une, avant toi, tu es dans mon scope, tu vas arrêter ». Et Exactement. tout repose là-dessus, parce qu'en plus, par exemple, c'est pas forcément... Enfin, c'est dans la cosméto, où là, la marque, elle est très importante, en fait. Et donc, ça peut causer des grandes difficultés. Oui, et puis souvent, il va y avoir divulgation du nom avant le dépôt ou même l'enregistrement. Et puis le problème arrive au moment où la marque est publiée. Donc, ça veut dire qu'à l'instar du brevet, elle est communiquée au tiers. Et tout tiers peut faire opposition à l'encontre de votre marque. Et c'est là que les soucis peuvent arriver si vous n'avez pas anticipé en fait ce qui pouvait arriver. Alors, peut-être que j'ai une autre question, c'est si on a déjà divulgué notre marque avant le dépôt. C'est pas grave. On peut quand même la déposer. Tout à fait. Parce que la nouveauté n'existe pas en termes de marque. Alors, vous avez aussi l'accès, bien entendu, à la base marque de l'INPI. Donc, c'est un bon début. Mais faites attention, puisque de toute façon, ils mettent bien le disclaimer, l'INPI, en disant que ce n'est pas une recherche d'antériorité. Quand vous tapez votre marque et qu'il vous sort des résultats, soit il vous met 0, mais ils vous disent attention, c'est pas vraiment une recherche d'antériorité, parce qu'ils font des recherches à l'identique strict. Donc, vous vous protégez à la limite d'une antériorité strictement identique, mais alors faites attention donc du coup aux antériorités similaires qui peuvent effectivement constituer des vrais obstacles sur la suite du projet. Voilà. Merci. On a voulu vous dire un petit mot aussi sur les NTIC, notamment les noms de domaine et les données personnelles, parce que c'est des points sur lesquels on accompagne aussi les startups. Les noms de domaine, parce qu'on se rend compte qu'il y a une stratégie qui est vraiment en lien direct avec les autres droits. On essaye, je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois de faire des passerelles entre les brevets, les dessins et modèles, les marques. Et du coup, la stratégie nom de domaine, elle a aussi un impact sur la protection, notamment territoriale, parce qu'on parlait tout à l'heure de la portée de la protection pour les brevets, notamment avec le PCT, quand on disait que vous allez pouvoir assez tôt, au moment de choisir le PCT, finalement désigner une centaine quasiment de pays. C'est intéressant aussi de se poser la question des noms de domaine assez tôt, parce qu'on se rend compte qu'on a tendance à déposer sous les principales extensions assez rapidement, souvent même avant de déposer des marques ou avant de penser même à déposer un brevet ou une demande de brevet. Mais du coup, ça peut être aussi intéressant d'embrasser un petit peu tout ça globalement et de réfléchir à une stratégie qui soit un petit peu plus globale pour, en amont, d'ores et déjà, se ménager un périmètre de protection qui soit le plus vaste possible, parce qu'on a souvent la mauvaise expérience de se dire ok, bon, bah, je commence par déposer mon .com ou mon .io et quand vient la volonté de s'étendre un petit peu à l'international, on se dit ah bah tiens, c'est dommage, si j'avais pensé il y a 3 ou 5 ans à enregistrer ce nom de domaine-là, je ne serais pas en train aujourd'hui de le négocier pour plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros avec le titulaire qui a eu cette idée avant moi. Et du coup, de la même manière que les marques,
On propose des surveillances actives parce qu'on se rend compte que c'est pas parce que vous avez déposé un nom de domaine ou parce que vous avez déposé une marque que d'autres ne vont pas avoir la même idée et vont pas tenter de surfer un petit peu sur la même vague que vous, soit pour voilà, vous polluer, faire un petit peu de concurrence déloyale, de parasitisme, ou alors on a souvent le cas sur les réseaux sociaux aussi, ce qui est un pendant de cette activité du pôle NTIC. On se rend compte qu'il y a aussi des pages Facebook, des pages Instagram, ce genre de comptes qui sont exploités aussi et sur lesquels vous êtes susceptible de retrouver vos marques si vous les avez déposées ou vos signes si vous les exploitez mais qui ne sont pas encore déposés. L'intérêt des noms de domaine, c'est aussi, voilà, ça coûte pas grand-chose. Avant même de vous lancer dans des recherches d'antériorité en matière de marque, vous pouvez à moindre coût vous dire ok, au moins j'ai fait place nette en matière de nom de domaine, sous réserve d'avoir une stratégie qui est en cohérence avec le reste. C'est pour ça que on vous dit souvent c'est des choses qu'il faut envisager vraiment de manière globale, ces protections en termes de propriété intellectuelle. Et l'autre point important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en matière de nom de domaine, il y a des business models qui sont absolument incroyables. Il y a par exemple un bureau d'enregistrement canadien, Tucause pour ne pas le citer, qui s'est assez bien illustré parce qu'il enregistrait des noms de domaine donc à son propre compte. Et ensuite, il proposait ces noms de domaine-là à la location. Donc vous pouviez avoir une adresse votre prénom @votrenom.com, Tucause enregistrer votrenom.com et proposer du coup à tous ceux qui portaient ce nom-là de louer des adresses email donc à l'année. C'est une licence en fait de nom de domaine. Et du coup, c'est hyper ingénieux parce que c'est quelque chose qui était assez innovant à l'époque. Mais en tout cas, il y a aussi des business models qui se construisent sur les noms de domaine. Et c'est pour ça que c'est une dimension qui est assez intéressante. L'autre point très intéressant, et je fais rapide parce que je vois que le temps passe, c'est les données personnelles. Vous avez peut-être entendu parler d'un règlement, le RGPD, qui va rentrer en vigueur là en mai prochain. Donc on vous dit attention, les sanctions vont être extrêmement élevées si vous collectez des données personnelles et que vous le faites de manière contraire à ce que prévoit le règlement. Concrètement, aujourd'hui, quand vous collectez des données personnelles, type le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone de vos clients ou de vos prospects, vous êtes censé en amont, c'est-à-dire avant de faire ça, faire une déclaration à la CNIL, dire voilà, je projette d'avoir telle activité, voilà ce que je compte faire des données personnelles que je collecte, voilà les personnes qui vont être impliquées, est-ce que je vais utiliser ces données personnelles là pour les transmettre à des sous-traitants, est-ce qu'il va y avoir des transferts en dehors de l'Union européenne vers les États-Unis, est-ce que je vais conserver ces données personnelles-là pour une durée déterminée ou pas. Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui dépendent de la déclaration CNIL. Mais à partir du 25 mai, la déclaration CNIL disparaît. Mais en revanche, vous allez devoir documenter votre traitement de données à caractère personnel et pouvoir démontrer en cas de contrôle par la CNIL que vous êtes bien dans les clous. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous ménager justement ces justificatifs-là. En pratique, ça commence par un registre. Vous tenez un registre en disant voilà, j'ai besoin de telle et telle donnée personnelle pour ma prospection, pour le marketing, la communication, les RH, les finances, etc. Pour toute l'Union européenne. Hein. Ouais. En pratique, ça s'inspire déjà beaucoup de ce qu'on connaît nous en France parce qu'on est assez précurseur en matière de protection des données personnelles. L'Allemagne aussi est assez en avance par rapport aux autres pays européens. Mais du coup, ça va avoir une incidence, à mon avis, plus importante pour les pays hors Union européenne. Parce que du coup, c'est extrêmement fréquent qu'on ait une partie des données qui soient traitées ou stockées sur des serveurs à l'étranger ou qu'on ait des contrats avec des prestataires étrangers. Donc il faut vraiment avoir cette deadline-là à l'esprit en vous disant, même dans vos relations avec vos partenaires contractuels, pensez à demander, ok, mais est-ce que vous êtes en conformité d'ores et déjà avec le RGPD? Quelles sont les garanties que vous m'apportez à moi en tant que partenaire ou prestataire en matière de données personnelles? Parce que du coup, si vous n'êtes pas en lien, enfin en tout cas dans les clous avec la protection des données personnelles, avec le règlement, il va y avoir, enfin votre responsabilité va pouvoir être engagée. Donc la CNIL pourra prononcer des amendes administratives, elle le peut déjà aujourd'hui, mais les montants en fait ont été revus à la hausse avec ce règlement-là.
Donc on parle de 4% du chiffre d'affaires global, donc toute société de tout pays confondu, ou 20 millions d'euros d'amende administrative. Donc ça peut être extrêmement sévère, mais ça se veut à dessein dissuasif, parce que on a envie d'accorder en tout cas un niveau élevé de protection des données personnelles, en tout cas en Europe. Il y a une approche qui est très différente culturellement des pays anglo-saxons, par exemple, enfin, notamment des États-Unis, où on est sur un modèle vraiment beaucoup plus ouvert. Voilà, en tout cas en France et en Europe, on est plutôt sur un mode plus restreint. Il y a eu là récemment des communications sur la patrimonialisation des données personnelles pour essayer de redonner un petit peu le pouvoir aux personnes qui sont concernées. Les personnes concernées, c'est vous et moi en tant que consommateurs ou qu'usagers, en se disant, ok, mais ces données-là qui nous concernent, elles ont de la valeur pour les personnes qui les collectent, qui en font du coup usage pour de la publicité et pour ensuite transformer cette publicité en acte de consommation. Et donc voilà, il y a toute cette tendance qui tend à dire il faut aussi un peu redonner le contrôle aux personnes qui sont propriétaires, parce que cette notion-là aussi est discutée, des données personnelles. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ça doit être pris en compte dès la conception avec ce règlement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dire à partir de mai 2018, oui mais là je suis vraiment dans les stades de premier développement de ma techno, de mon produit, de mon service. J'ai bien conscience qu'il y a cette problématique données perso, mais ça viendra plus tard. Il faut vraiment du coup, si vous voulez, à mon avis, traiter correctement cette problématique, intégrer vraiment dès la conception et dès le départ la manière dont vous allez collecter les données personnelles, ce que vous allez en faire, combien de temps vous allez les garder, etc. Dans vos conditions générales, dans vos mentions légales, etc. Il faut vraiment prévoir tout ça pour être tranquille et pour que ça ne soit pas un sujet par la suite. Et par ailleurs, puisque c'est vraiment d'actualité, mais on le verra un petit peu après, ça peut aussi avoir une incidence sur les levées de fonds ou sur la confiance que vous allez pouvoir témoigner à vos éventuels investisseurs, parce que si vous êtes capable de dire d'ores et déjà la question RGPD données personnelles, je sais ce que c'est, je l'ai intégré dans mon produit, dans mon service ou dans ma techno, du coup il n'y aura pas cette défiance entre guillemets, où ce sujet ne se posera plus. Donc c'est pas mal de l'évacuer assez rapidement pour vous en débarrasser. Voilà pour la partie NTIC. Et c'est peut-être... Donc en fait, alors les titres de pays, pour en revenir à ça, ouais, je veux bien. Donc à quoi ça sert? Enfin, qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, ça vous apporte un droit d'interdire, en fait, aux autres d'exploiter, donc exploiter au sens large, c'est-à-dire fabriquer, utiliser, offrir en vente, vendre et importer l'invention ou alors utiliser la marque. Mais alors plus précisément, donc en fait il y a 3 facettes à un titre de propriété intellectuelle. La première, c'est que c'est une arme qui va vous permettre d'empêcher les autres de vous copier. Et c'est une arme très dissuasive. C'est comme l'arme nucléaire. Donc les autres, voyant que vous détenez un titre de propriété intellectuelle, vont y réfléchir à 2 fois avant de faire la même chose. Donc évidemment, ça vous offre un avantage concurrentiel et ça peut même vous offrir un monopole. Mais ça, c'est compliqué. Cette histoire de monopole, c'est compliqué puisque vous êtes dans une situation de monopole quand vous êtes précurseur, par exemple, et vous allez être le premier à déposer un brevet très large. Après, quand il existe déjà des brevets, vous pouvez avoir des brevets vous-même, mais être dépendant de brevets antérieurs. Donc, c'est aussi un fort outil de négociation. Il vaut mieux toujours avoir un brevet avec soi que pas de brevet du tout. Et justement, quand vous êtes dans cette situation où ce n'est pas vraiment un monopole et qu'il existe d'autres brevets, le fait d'avoir avec soi des brevets, en fait, ça permet d'être plus fort lors de négociations et on peut même envisager des licences croisées. Et évidemment, en fait, avoir un brevet avec soi ou des marques ou des dessins et modèles, ça rassure les investisseurs. C'est quelque chose de très important. La deuxième facette, c'est qu'un titre de propriété intellectuelle, c'est un actif de la société
qui valorise la société, qu'on peut tout à fait évaluer financièrement, en fait. Valoriser au bilan aussi, hein. Oui, oui, oui. Et ça permet, oui, ça permet de lever des fonds, ça peut être une source de revenus. Vous pouvez concéder des licences sur la base d'un brevet, d'une marque, d'un dessin et modèle. Et nous, on voit des cas où un brevet, enfin, où une famille de brevets peut valoir plusieurs millions d'euros et où tout repose là-dessus. Et enfin, la dernière facette, c'est que ça peut vous offrir un avantage marketing. Ça, on le voit très bien dans le domaine de la cosmétique. Par exemple, L'Oréal qui dit, voilà, j'ai déposé cette année tant de brevets. Et puis, on voit beaucoup des produits où il est écrit patent pending et ça crédibilise une technologie. Il y a plusieurs méthodes. On peut l'évaluer d'abord par une méthode de coût, donc combien ça vous a coûté. On espère que ça va un peu plus que ça, sinon ça ne serait pas grand-chose de déposer. Voilà. Après, il y a d'autres méthodes. Combien est-ce que vous licencieriez si vous aviez quelqu'un qui serait intéressé par votre technologie, par exemple? Donc ça, c'est des choses qu'on peut évaluer avec des modèles, alors qui sont plus ou moins justes, hein, parce que c'est quand même une matière assez mouvante. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut faire et qu'on fait chez nous. Oui, on a un département spécialisé là-dedans qui s'appelle Fivalor. Et notamment, si vous faites des levées de fonds, ou si vous c'est vrai que c'est des choses qu'on fait, voilà, combien on valorise, si vous c'est des licences. Le patent pending a une valeur en Europe? Le fait de le marquer. Aux États-Unis, ça coûte $25 pour déposer un truc, on reçoit un patent pending, je crois, pour 6 mois, un truc comme ça. On peut l'exploiter pendant 6 mois. Et puis, le dépôt est fait. On peut mettre le sticker sur le produit, mais on n'a pas vraiment fait le dépôt. On a fait une demande, en fait, de dépôt préliminaire. Mais... On peut mettre le sticker. Ah bon? Le sticker, Un sticker, alors là, je sais pas, ça passe pas... mais simplement, ça veut dire qu'on a quelque chose derrière, réel. Vous pouvez mettre à partir du moment où vous avez un réel dépôt, une réelle demande, mais en France, vous pouvez mettre le petit M de votre marque et en cours de dépôt, et quand on l'a enregistré, vous mettez le R pour indiquer que vous l'avez enregistré. Mais vous n'avez pas besoin... Ça n'a pas de valeur juridique. Et d'ailleurs, vous n'avez pas l'obligation de passer par le sticker, vous pouvez le marquer vous-même. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien votre sticker patent pending, qui est délivré par qui? C'est le bureau, je crois que ça doit être le bureau des brevets américains. Il ne délivre pas le sticker. Il délivre simplement le papier comme quoi on a fait la demande. Ah oui, filing receipt, un filing receipt. Oui, tout à fait, oui. Je crois que le sticker, on ne peut pas l'utiliser au Japon. Parce que si on l'utilise au Japon et qu'on n'a pas fait la demande, on est attaquable. Mais même en France. Bah oui, de toute façon. Oui, c'est une tromperie. Bah oui. Oui, dans les trois quarts des cas, c'est là. Ouais. En Chine, sur Alibaba, avec marqué patent pending, c'est très souvent un truc qui ne fait pas l'objet d'une demande de brevet. ou par quelqu'un d'autre. On peut avoir des numéros de brevet fantaisistes et effectivement. Sur une lampe de poche, par exemple. Donc la propriété intellectuelle, c'est très important pour toute entreprise et encore plus pour les startups. Alors, on l'a vu, il y a des affaires assez connues qui ont été médiatisées dernièrement, Apple, Samsung, Nespresso, les capsules. Mais pour les startups, c'est vraiment très très important, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est justement l'actif le plus important après l'équipe. Et c'est ça que les investisseurs iront regarder quand ils feront une due deal. Ils vont regarder, passer en revue le business plan et puis analyser les aspects juridiques. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Savoir est-ce que vous avez bien protégé, comment, la validité des titres, leur force, la titularité, etc. Donc, c'est du travail qu'on fait aussi, nous, pour les investisseurs. C'est un audit. Et les statistiques montrent que les startups qui déposent des brevets ont plus de chances de réussir que celles qui ne déposent pas. Et alors par rapport à la France, on a un petit retard. On a des statistiques, des chiffres sont un petit peu plus faibles, donc on a des progrès à faire, mais il faut vraiment intégrer ça dans votre business plan et considérer qu'il y a un budget à investir
dans la propriété intellectuelle tout autant que dans la R&D. Parce que l'API, ce qu'on se disait, c'est l'aboutissement de la R&D en fait. Vous faites de la R&D, c'est bien, vous allez trouver une techno super, mais si vous ne la protégez pas, les investissements que vous avez faits en R&D, finalement, ils vont un peu être, je dis pas à fond perdu, mais vous allez moins bien les rentabiliser, voire pas les rentabiliser du tout, si vous ne les protégez pas. Et voilà. Alors, on a fait une partie dans cette présentation où on essayait de rassembler en fait tous les arguments que nos clients nous donnaient contre les brevets, en fait. Puisque c'est vrai qu'en fait, quand nos clients viennent nous voir la première fois, ils nous disent, voilà, les brevets, bon, on m'a dit de venir vous voir parce qu'on m'a dit que c'était important, mais finalement, moi, je trouve que je pourrais très bien m'en passer et faire sans. Une des premières raisons, effectivement, et on l'a déjà abordé un peu, c'est que c'est cher. Voilà, pour donner des ordres de grandeur, effectivement, un brevet, c'est entre 3 500 et 10 000 euros. Alors, ça dépend un peu, effectivement, de la technologie, tout ça qu'on va regarder, sachant que dans ce prix, ce qui compte le plus, en fait, c'est les honoraires du cabinet. Donc, en fait, le travail que nous, on va fournir pour rédiger la demande. Puisqu'il y a un gros travail à faire, c'est-à-dire de vous recevoir le client, la personne qui va venir nous expliquer son produit, sa techno, que nous, on la comprenne, qu'on rédige et ensuite qu'on en discute avec vous pour voilà, faire quelque chose qui est le mieux possible et qui corresponde le mieux à vos attentes et qui corresponde le mieux à votre produit. Les marques, c'est un peu pareil. Je reviens sur ce qu'a dit Charline. Effectivement, bon, ça peut paraître simple de déposer une marque tout seul, sauf qu'effectivement, dans certains cas, ensuite, les clients viennent nous voir 2 mois, 3 mois après en nous disant « Ah bah oui, mais j'ai oublié ça, j'ai oublié ça ». Et en fait, on se rend compte que si on l'avait fait de façon propre dès le début, on aurait évité un certain nombre de problèmes. Mais effectivement, ça demande un certain coût. Ça aurait coûté moins cher aussi. Et ça aurait coûté moins cher. Non, c'est vrai que des fois, et voilà, on se dit ah bah oui, vous venez nous voir maintenant, vous seriez venu il y a 6 mois, et bah ça aurait coûté 2 fois moins cher. Et nous, on est désolé pour vous, mais on n'y peut rien. Et vous êtes souvent obligé de faire avec. Sachant que les brevets comme des marques, c'est des procédures qui sont complexes. Et que notamment dans les brevets, on peut aussi tout faire. On peut faire des brevets qui font 3 pages, on peut faire des brevets qui font 30 pages. Ça dépend un peu qui vous adressez, hein. C'est comme les bons médecins et les mauvais médecins. Mais voilà. Bon, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça a un coût, ça coûte cher, mais que voilà, si on veut avoir quelque chose de complet et de bien fait, c'est un investissement qu'il faut prendre en charge au niveau de votre start-up. C'est surtout pas facile à contourner, parce que nous, on envoie souvent des brevets, donc très bien, facialement comme ça, oui, très bien, il y a un brevet. Et quand on regarde les revendications, finalement, il y a des caractéristiques hyper limitatives. Et finalement, le scope du brevet, il est très restreint. Et parfois, il est tellement restreint qu'il ne couvre même plus le produit du client. Donc, c'est pour ça que c'est un investissement qui est très important. Le brevet, il faut qu'il soit large. Autrement, il est facile à contourner. Nous, on n'est pas pro-dépôt, hein. C'est vrai que c'est notre fonds de commerce. Mais on ne vous poussera pas à déposer pour déposer. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire des choses qui vous protègent et qui conviennent vraiment à votre business plan, à votre entreprise. Deuxième, si ça passe, c'est long. Voilà, c'est un autre reproche qu'on nous oppose, c'est qu'effectivement, les procédures brevets sont extrêmement longues par rapport au temps de développement normalement d'une start-up. Comme on l'a vu sur la frise sur le PCT tout à l'heure, on obtient un brevet normalement au bout de 3, 4, 5 ans et on peut se dire, voilà, moi, ma société, je ne sais pas où elle sera d'ici là. Ceci dit, avoir des procédures longues n'est pas forcément gênant, puisqu'en fait, on dépose et ensuite on conserve cet actif pendant toute la procédure. Et cet actif, même si on n'obtient pas un brevet délivré, on va pouvoir le céder, on va pouvoir concéder des licences, c'est-à-dire que bien que l'actif ne soit pas figé, on peut tout à fait l'utiliser dans un but commercial. Et notamment, pendant toute la procédure brevet, donc jusqu'à la délivrance, on va pouvoir adapter son brevet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier, alors à la marge, mais quand même de façon substantielle, la portée que le brevet va conférer. Et c'est un intérêt, notamment lorsque voilà, vous êtes à un stade très précoce de votre développement et que votre produit a tendance à évoluer un petit peu. On va pouvoir garder ce même brevet tout en le modifiant pour toujours protéger au mieux votre produit.
Et ça jusqu'à la délivrance. C'est seulement à la délivrance en fait que le brevet est figé et qu'on ne peut plus y toucher. Mais tant que le brevet est encore en vigueur, en procédure, on va pouvoir le modifier un peu. Et c'est pour ça qu'avoir des procédures longues, finalement, c'est pas plus mal, parce que ça permet de faire ce travail de modification jusqu'à 4-5 ans. Voilà. Oui. Si aujourd'hui je viens vous voir, en combien de temps vous déposez le brevet? C'est une bonne question. Alors, je vais faire la même réponse que tout à l'heure. Ça dépend de votre technologie. Si vous venez me voir en déposant pour dire mon invention, c'est de faire une chaise à 5 pieds, je vous le dépose demain. Si vous me faites un truc dans les neurosciences, il me faudra 3 semaines pour comprendre. Enfin, pour comprendre, non, mais en fait, pour voilà, faire un premier projet, vous l'envoyez, que vous me dites, ben non, moi, c'est pas tout à fait ça, que vous reveniez vers moi, et voilà, qu'on arrive à converger vers quelque chose qui vous convienne, tout simplement. Et voilà. Normalement, il nous faut 3 semaines. Voilà. 3 semaines au moins pour faire cet échange et arriver au dépôt du brevet. Mais bon, après, si vous me dites, je vais à une conférence à San Francisco et je vais divulguer demain, demain ça va être compliqué, mais bon, la semaine prochaine, on peut s'arranger pour travailler plus vite. Voilà. Mais bon, ça c'est pareil, c'est un peu au cas par cas, mais voilà, c'est des ordres de grandeur qu'il faut retenir. Et alors juste le chat. Le chat, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Non, le chat, c'est pour expliquer qu'en fait, un brevet, c'est aussi à géométrie variable. En fait. Enfin, vous savez, il y a deux phases de publication. La première publication, c'est 18 mois après le dépôt. Et donc là, c'est tel que déposé. Donc c'est avec les revendications très larges. C'est le chat de gauche. Voilà, c'est le chat de gauche, le chat angora, bien là, bien touffu. Et ensuite, après, il y a les procédures d'examen. Donc c'est analysé par les offices qui regardent la nouveauté, activité inventive, et souvent on est amené à les restreindre, les revendications. C'est le chat de droite. C'est le chat de gauche qui a subi le feu de l'examen, enfin l'eau de l'examen. Et donc il faut savoir ça, et il faut le garder à l'esprit quand vous faites des recherches pour les libertés d'exploitation, savoir justement quels sont les brevets potentiellement bloquants par rapport à ce que vous faites. Et que vous identifiez justement une demande de brevet potentiellement bloquante, il ne faut pas paniquer parce que bien souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va être limité et vous allez vous retrouver en dehors du scope finalement. Il faut attendre que le brevet soit vraiment délivré pour qu'on puisse vraiment estimer les risques. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, un brevet c'est comme un chat. Si aujourd'hui je dépose là tout sur mon brevet et que je viens voir dans 6 mois pour le retravailler, c'est possible? Alors, c'est pas l'idéal. Pourquoi? Parce que on fiche quand même ce qu'on écrit au dépôt. D'accord? Donc en fait, on va devoir se limiter à ce qu'on écrit au dépôt, notamment dans la description et dans la revendication. Ce qu'on peut faire, si vous avez déposé, que vous revenez nous voir comme ça, c'est qu'au bout des 12 mois, on va pouvoir rajouter des choses. C'est ce qu'on voyait sur la frise au niveau du PCT à T0 plus 12. C'est pas idéal, pourquoi? Parce que normalement, bon, on peut faire ça, mais non, nous, ça nous prend presque plus de temps en fait de repartir de quelque chose qui a été, je suis désolé, mal fait. Je vous use pas personnellement, mais c'est le cas. Hein. Normalement, les gens le font et bon, ils ont la meilleure intention du monde. Sauf que nous, en fait, c'est un métier. Nous, on sait exactement comment le rédiger. Et finalement, repartir de quelque chose qui a été mal construit, c'est-à-dire qu'il faut tout reconstruire et tout refaire. Donc c'est vrai, on pourra faire quelque chose, il faudra en discuter, mais c'est vraiment pas l'idéal. Et puis on perd la date de priorité. Voilà. Et en fait, bon, après, effectivement, il y a des mécanismes juridiques qui font qu'on ne pourra pas aussi bien protéger votre invention qu'avant. C'est-à-dire que la première date du dépôt français, en fait, vous la perdez. Parce qu'on a dû retravailler tellement le texte que finalement, c'est plus pareil et vous perdez cette première date et c'est comme si vous redéposiez aussi. Vous avez perdu un an. C'est ça le risque aussi. Et si on a divulgué l'idée, par exemple, on a déjà commercialisé, on a déjà vendu, une année après, on revient vers un cabinet de conseil, il répasse presque tout, il réécrit tout. Votre divulgation vous est opposable. Vous vous auto-intériorisez. Ça va être gênant. Ouais, et là, c'est très gênant. Ça va être gênant. Sauf si on bifurque sur le dessin et modèle et qu'on se rend compte qu'il y a encore un petit créneau, que vous n'êtes pas antériorisé, enfin que vous êtes antériorisé, donc en matière de brevet, c'est complètement c'est mort. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes encore dans les délais, vous pouvez toujours bénéficier d'une protection par dessin et modèle. Donc il y a
après, ça dépend vraiment du timing et du calendrier, mais il y a des petits mécanismes comme ça qui permettent de jouer sur les délais pour essayer tant bien que mal de protéger au mieux vos innovations. Je continue sur le troisième reproche qu'on nous fait assez souvent, peut-être le plus dur pour nous, c'est que ça ne sert à rien. Et bon, je crois qu'on avait une discussion sur l'open source effectivement et sur les brevets. Pourquoi pas tout faire en open source et pourquoi faire des brevets? C'est que, alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un brevet a un vrai effet épouvantail. Alors peut-être pas pour les startups, mais plus pour les grosses boîtes qui effectivement font beaucoup de veille sur les technologies qui sortent. Voilà. Ils vont voir votre brevet, ils vont se dire « Ah bah, il y a déjà quelqu'un sur ce créneau, je vais peut-être pas y aller. » Ou je vais essayer de le contourner, mais en tout cas, ce qui est décrit dans le brevet, bah, voilà, il y a quelqu'un. Même si votre brevet n'est pas forcément délivré ou solide pour l'instant, il y a quand même cet aspect de se dire bah, je ne vais pas engager des ressources supplémentaires, parce que ça va me prendre du temps de voir effectivement la partie du brevet, tout ça. Donc voilà, j'abandonne, je vais faire autre chose. Donc c'est un peu ça l'idée de la première protection que vous donne le brevet. Bon, c'est un actif, bon, on en a déjà parlé. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, le retour qu'on a avec nos clients, c'est que ils reviennent nous voir 2-3 ans après et ils nous disent « Ah bah oui, j'ai bien fait de déposer ce brevet. J'ai bien fait d'avoir un portefeuille de brevets. » Alors qu'ils n'en étaient pas persuadés quand ils sont venus nous voir la première fois. Quand ils reviennent nous voir, ils nous disent « Ah bah oui, parce que là, je vais faire une levée de fonds. » Et finalement, ce qui se passe, c'est que celui qui va investir dans ma société, il va faire une due deal sur mon portefeuille. Il va regarder, et même maintenant, il regarde assez précisément. Hein, ils prennent parfois des cabinets d'avocats en face. Et ils vont vraiment étudier la technologie, les brevets, est-ce qu'ils sont solides. Ils vont regarder les rapports de recherche pour voir si effectivement il y a des antériorités qui ont été pertinentes, qui ont été citées. Voilà, donc lors d'une valorisation de société, que ce soit un rachat ou une levée de fonds, les brevets sont vraiment étudiés assez en détail maintenant. En cas de litige, je peux stopper rapidement la contrefaçon. Bon, je ne rentrerai pas en détail, juste pour dire que voilà, l'idée première du brevet, c'est quand même de l'utiliser en justice pour attaquer des concurrents qui font la même chose que vous. Il y a des mécanismes en droit français, mais aussi en droit étranger, qui permettent d'être assez rapide si on veut stopper tout de suite un concurrent qui devient trop proche de vos plates-bandes. Voilà. Notamment l'interdiction provisoire, en fait, qui est un mécanisme assez rapide. Un brevet permet de créer une antériorité. Ça, c'est plutôt l'idée de se dire, bah voilà, moi, en déposant un brevet, je me protège, mais j'empêche également quelqu'un de déposer un brevet sur cette même idée. Puisqu'en fait, mon brevet, je suis le premier à le déposer, il va être publié et je vais créer une antériorité vis-à-vis des tiers. Bon, c'est assez intéressant. Ça revient un peu l'effet épouvantail de se dire, voilà, je suis là, poussez-vous, j'ai déjà pris la place. Ensuite, dernier point assez intéressant, mais peut-être un peu plus anecdotique, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, nos clients, lorsqu'ils rédigent une demande de brevet avec nous, se posent des questions sur leur techno. Et notamment vis-à-vis des autres brevets qu'ils trouvent, les antériorités qui sont citées, se disent « Ah bah oui, finalement, ce qu'a fait mon concurrent, là, c'est pas mal. Je pourrais essayer de faire ça. » Ou « J'ai pas pensé à le faire. » Ou en tout cas, je pourrais peut-être le mettre dans ma demande de brevet, parce que je sais pas, peut-être que dans 2-3 ans, je vais peut-être me lancer là-dedans. Voilà, donc ça permet de faire une veille, en fait, de rédiger un brevet, de se poser en réfléchissant vraiment à ce qu'on veut protéger. Est-ce qu'on protège vraiment notre produit ou est-ce qu'on n'essaye pas de tirer un peu plus large pour protéger autour, en fait. Voilà. Et nous, on est amené souvent à faire des veilles. Enfin, on a des clients qui peuvent nous demander un état de l'art, c'est de faire un point sur une technologie et on puise la plupart de nos informations dans les brevets, justement. C'est une base de données très riche pour technologiquement, en fait, parce que tout est décrit dans les brevets. Il y a une question ? Comme on parlait là d'open source, est-ce qu'il peut être protégé d'une certaine manière avec une licence, un contrat? Enfin, quelle est la valeur du contrat par rapport au brevet? Une licence qu'on viendrait ajouter au plan, comme ce qui se fait dans l'open source. Est-ce que quoi le contrat peut avoir
protégé par rapport au brevet? Alors en fait, un contrat, donc il y a un contrat de licence dans votre cas, c'est de donner un droit d'utiliser un actif. Et en fait, l'actif, ça sera quoi? Ça sera le brevet. Ou dans le cas des logiciels, ça sera du droit d'auteur. Mais en tout cas, pour que le contrat existe, il va falloir un actif ou quelque chose à transférer. Ou du savoir-faire, mais ça reste bon, pas forcément un droit déposé auprès d'un office, mais en tout cas un droit que vous donnez à quelqu'un. Enfin, il faut bien que vous transfériez quelque chose par votre contrat. Mais ce que je veux dire, ce qui se passe en général, c'est que les plans sont déposés librement, et ils sont accompagnés d'une licence. Encadre leur utilisation. Ils sont déposés où, les plans? Ils sont rendus accessibles. En fait, ça c'est du droit d'auteur. Alors c'est pas vraiment du brevet, c'est-à-dire que vous avez du droit de... Voilà. Justement, c'est de l'open source. Oui, mais en fait, il y a quand même un droit. Vous avez quand même un droit sur les plans à la base, qui n'est pas du brevet, qui est alors ce qu'on a évoqué, je ne sais plus, slide 1 ou 2, qui n'est pas non plus du dessin modèle, c'est du droit d'auteur en fait. Alors, le droit d'auteur, c'est quoi? C'est un droit qui ne nécessite pas de formalité de dépôt. Donc il n'y a pas, comme les brevets, de mécanisme de rédaction, de dépôt auprès de l'INPI, qui existe aussi comme les marques pour les dessins et modèles. C'est un droit qui existe de lui-même. C'est comme un livre, en fait. Si vous rédigez un roman, vous ne le déposez pas pour obtenir vos droits d'auteur dessus. Vous l'obtenez directement dès que vous l'avez écrit. Bon, là, c'est la même chose, faites avec vos plans. Vous faites vos plans, hop, le droit vous est acquis automatiquement. Et en fait, c'est ce droit-là que vous allez transmettre avec votre contrat, lorsque vous allez faire de l'open source. Le transmettre en le concédant, en le licenciant, en disant voilà, je vous autorise vos licences, mais vous n'avez pas le droit de le reproduire ou de reconcéder une licence à quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même, ce que je veux dire, c'est que autant dans l'open source que dans les brevets, pour faire un contrat, il faut quand même un droit à la base. Donc soit le droit d'auteur, mais effectivement dans votre cas, on pourra en discuter après, mais le brevet peut être une solution pour acquérir ce droit. Quitte à effectivement après le licencier à qui vous voulez avec un contrat. Hein. C'est toujours ça le problème. En fait. Le brevet, c'est un pays, donc si on dit on va diffuser une techno en France, on peut entrer dans le brevet en France, il n'y a pas de problème. Là, dans notre cas où on vise à diffuser ça largement dans le monde entier, alors c'est ça qui est compliqué. Alors on peut parler 2 minutes effectivement de la portée territoriale. On a dit effectivement qu'un brevet est territorial, donc est pays par pays. Très peu de sociétés s'amusent à déposer pays par pays. Il y en a quelques-unes, Total, parce qu'ils sont bourrés de fric. Ils s'en foutent, ils vont en Afrique, ils déposent même dans les pays en guerre. Voilà. Ça n'a pas grand sens à mon avis, puisqu'en fait ce que font les clients, c'est qu'ils vont protéger leurs principaux marchés. Si vous protégez, moi je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous protégez l'Europe, la Chine, les États-Unis, ça m'étonnerait que quelqu'un s'amuse à développer un produit concurrent pour les pays non couverts, qui va être l'Amérique du Sud, l'Afrique. Bon, même s'il y a peut-être un marché là-bas, mais je veux dire, si vous arrivez à bloquer certains pays, normalement vous allez quand même décourager la concurrence. Personne ne dépose dans les 300, enfin je ne sais pas combien de pays, mais voilà. Voilà, mais c'est pour ça. Cibler tous les autres pays. Oui, mais je pense que vous avez quand même des marchés principaux. Toute technologie a ses marchés principaux. Même Apple ne s'amuse pas à déposer, enfin j'en sais rien, mais ça m'étonnerait qu'ils s'amusent à déposer en Angola, bien qu'en Angola, il y a bien sans doute des iPhones. Voilà. Mais en fait, ils se disent, en ayant une stratégie optimisée, c'est-à-dire en limitant les coûts, hein, parce que c'est ça aussi, et en ciblant quelques pays, on va obtenir finalement une protection quasiment complète. Et effectivement, alors, c'est miser sur le fait que personne va poser de brevet dans le pays. C'est miser sur le fait que personne ne va développer une technologie, et donc ils mettent quand même de la sueur et de l'argent, pour effectivement les autres pays, qui sont des pays en fait à moindre intérêt, et sur lesquels une société ne pourra pas seulement se baser pour générer de l'argent. Oui. Mais le copyright, est-ce qu'il est contournable si je vois les plans que posait monsieur, je change la forme de l'objet, mais pour le même objectif. En gros, une prise électrique est déposée ici avec un truc, et puis moi je fais triangulaire, ouais. Et puis je le brevette, je vais le breveter. Donc je fais l'objectif est le même, c'est de connecter un fil dans un mur pour transférer du courant. Sauf que je n'utilise pas du tout ses dessins, je m'inspire de tout ce qu'il a fait, j'ai compris ce qu'il a fait. Et du coup, je contourne son copyright.
Alors, la première question est de savoir si vous pourrez obtenir un brevet là-dessus. Ce qui m'étonnerait parce que vous avez sans doute changé la forme. Ce sera, voilà, ça sera sans doute plutôt du dessin et modèle. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà. Vous pourrez peut-être obtenir un dessin et modèle dessus, sauf qu'effectivement, vous aurez une forme très spécifique qui sera quand même très, très différente. Et je pense que dans ce cas-là, ce qui est vraiment le cœur de la société, c'est la technologie, en fait. Et en fait, lorsque vous allez reprendre les plans, même les changer un peu, vous allez quand même reproduire la technologie qui va avec les plans. En tout cas. Est-ce que la technologie elle fait partie du copyright? Alors non, le copyright, C'est c'est... ça, justement. Il faudrait que le brevet soit intervienne à ce moment-là. Enfin, soit votre prise elle est protégée par un brevet pour la technologie, je sais pas, la technologie de transférer le Non, mais j'ai pris ça comme un exemple bateau. Oui, Parce que Non, non, mais... Si monsieur avait déposé un brevet sur sa technologie de transfert Là, c'est d'électricité, vous refaites la même chose avec un boîtier triangulaire ou un boîtier rectangulaire, vous êtes contrefacteur au niveau du brevet. Si monsieur avait juste déposé un modèle sur son boîtier carré, vous faites un boîtier triangle, là vous ne serez pas contrefacteur. Mais d'où... Les plans sont un modèle détaillé, mais c'est un modèle. Voilà, mais d'où l'intérêt. Oui, mais la forme finale, elle sera différente. Oui, bien sûr. Ouais, donc là, il n'y aura pas forcément mais si les modèles sont complètement différents, il n'y aura pas de contrefaçon de l'un sur l'autre. Mais donc l'objectif justement du copyright dans le cas présent, c'est de remplacer le brevet, plus ou moins, mais il n'est pas atteint en fait. Non, non, et bon, c'est une discussion qu'on avait avant et qu'on aura sans doute après, c'est que dans des cas de technologie, on ne parle pas de droit d'auteur, on ne parle pas de logiciel, c'est là en fait où le brevet a tout son intérêt. Et effectivement, si monsieur derrière dépose un brevet, vous ne pourrez pas déposer... voilà. Et si on divulgue des plans, on ne peut pas poser de brevet non plus. Non. C'est de divulguer. Non, mais on... Ne remplit plus le caractère Ouais, nouveauté. mais du coup, c'est une forme de protection aussi. En fait, c'est là où... Alors, là, c'est une forme de protection de divulguer. personne ne pourra déposer de brevet, puisqu'en fait vous aurez créé une antériorité, c'était le slide d'avant. Par contre, vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un de faire la même chose que vous. Voilà. Et effectivement, dans le meilleur des mondes, vous pouvez vous dire, bah, moi j'aurai une avance technologique qui me permettra toujours d'être en avance sur mon concurrent. Force est de se constater que, en tout cas, vous ne pouvez pas vous prémunir qu'un Chinois demain se dise cette idée est géniale, moi aussi je la fais, quoi. Après, je pense qu'il y a quand même une grosse partie dans le développement de technologie qui est le savoir-faire. C'est pas parce qu'on a des plans, et d'ailleurs, quand on essaie de reproduire une techno brevetée, qu'on a les plans du brevet, c'est très compliqué de faire parce qu'il y a tout le savoir-faire derrière. Mais les Chinois sont très forts. Non, mais bon, voilà. Non, mais vous avez raison. Dans tous les cas, les Chinois, il n'y a aucune compagnie à connaissance Bah. qui va défendre ses brevets en Chine parce que. Si, vous vous trompez. Ouais, je pense qu'il. Si, parce que maintenant, la Chine, c'est un pays Ou stratégique. ou même les Chinois qui vont... pardon. Oui, et les Chinois se sont dotés d'une loi justement anti-contrefaçon. Ils sont aussi forts que nous, les Européens ou les Américains. Donc, il ne faut pas sous-estimer... Puis même, on ne va pas aller se battre en Chine. Mais pourquoi pas? Parce qu'on se bat en France sur des produits chinois, on se bat pas en Chine. Voilà, exactement. Si un Chinois fait la même chose que vous et l'exporte en France, Voilà, voilà. Bah, en France, si vous avez un brevet, vous pourrez vous défendre. Ouais. En fait, nous, l'objectif, c'est de cibler tous les pays en développement. Bah, si vous voulez, on peut en reparler. Je finis. Si vous voulez, on pourra en reparler tout à l'heure sans problème. Sur le dernier écueil, je crois que ça revient à ce que vous disiez. Voilà, je peux le faire moi-même. Ça arrive, c'est rare, et c'est à éviter. Parce que c'est compliqué, c'est chiant, pour nous comme pour vous, parce que voilà, il vaut mieux. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Voilà. Peut-être que la principale chose à retenir de cette présentation, c'est de se dire la propriété intellectuelle, ça s'anticipe. Alors effectivement, on n'y pense pas au début parce que bah voilà, il y a plein d'inconvénients et on voit plein d'inconvénients. Mais finalement, en y mettant un peu de temps, un peu d'argent au début, on évite beaucoup d'écueils et on évite beaucoup d'emmerdes pour les années suivantes, quoi. Bon, ça c'est juste pour dire, voilà, il y a beaucoup d'écueils et il y a aussi beaucoup d'incitations, mais bon, je pense que vous avez plein de personnes à Station F qui peuvent vous aider là-dessus. Bon, sachez que nous, on fait ça pour certains clients, effectivement, tout ce qui est start-up, on utilise tout ce qui est subvention publique pour déposer et pour réduire justement ses coûts, soit sur
soit sur le dépôt du premier brevet, mais aussi sur la recherche d'antériorité et tout ce qui va autour de la propriété intellectuelle de façon large. Voilà. Il y a des subventions. Là, vous dites qu'il y a 50% des coûts de certaines prestations. Et vous avez des partenariats avec justement l'INPI pour avoir ces 50%? Oui. Oh, pardon. Non, c'était rapide. Alors, cette dernière partie, je vais essayer d'être rapide, c'est juste pour donner quelques idées de stratégies adoptées par des startups ou par des grandes sociétés, parce que bon, ce n'est pas vraiment spécifique, avec un portefeuille de brevets. Une des questions qu'on nous pose quand on vient nous voir, c'est quelle stratégie je dois adopter? Et notre réponse souvent, c'est ça dépend. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de votre business plan, parce que bon, y en a qui veulent faire de l'open source, alors que, et c'est très bien, hein, et tant mieux. Il y en a d'autres qui veulent vraiment protéger et surtout ne pas permettre à d'autres personnes d'utiliser la technologie. Ça dépend des territoires, parce qu'on voit bien que si on a une stratégie, un produit qui a vocation à être commercialisé en Afrique, ça ne va pas être la même chose que je sais pas, une application ou autre chose qui vise plutôt l'Europe, les États-Unis, la Chine, enfin des pays de consommateurs, de grands consommateurs. Le budget, bon, ben ça, effectivement, si vous êtes une start-up qui a levé des millions, on vous conseillerait autre chose que si vous avez quelques milliers d'euros à dépenser. Mais bon, on peut toujours faire quelque chose, hein, mais effectivement, on s'adaptera. Et la concurrence, pourquoi? C'est parce que effectivement, si vous êtes dans un domaine où on sait que la concurrence est très agressive niveau brevet, ça ne sera pas la même chose que si vous êtes dans un domaine où on sait que c'est plutôt le monde des bisounours et que tout se passe bien. Il y a des domaines où les gens déposent et si vous ne déposez pas, ça va être compliqué. Notamment, je pense à tout ce qui est voiture, PSA, Renault. Voilà. Si vous voulez faire une innovation dans la voiture, ce n'est pas détendre. Donc ils sont là, ils sont présents, ils ont de l'argent. Il va falloir se défendre bec et ongle si vous voulez faire quelque chose là-dedans. Un premier modèle, c'est d'essayer d'avoir son monopole. Un des meilleurs exemples pour ça, c'est Nespresso, qui a pendant plus de 20 ans, avec les brevets, réussi à être les seuls à commercialiser ces fameuses machines et ces capsules. Mine de rien, les capsules concurrentes, on les a vues apparaître il y a quelques années, mais pendant très longtemps, Nespresso était tout seul. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont déposé des brevets dès les années 70 sur la machine, sur les capsules, et ils ont réussi comme ça à écarter la concurrence pendant un certain moment. C'était un domaine où il n'y avait rien, où ils sont arrivés, ils sont installés, et finalement, pendant 20 ans, ou même plus, hein, parce qu'ils ont déposé voilà, des brevets, ils ont déposé un premier brevet, puis ils ne sont jamais arrêtés par la suite. Ils ont réussi à chasser la concurrence, et finalement, c'est un exemple que nous, on aime bien, de vrai succès des brevets. En tout cas, ils ont vraiment fait de l'argent, je pense, grâce à leurs brevets. Ça leur a sans doute coûté cher, mais ça leur a sans doute permis de gagner beaucoup plus d'argent. C'était la poule aux œufs d'or. Voilà. Et bon, dans notre cabinet, on a beaucoup travaillé là-dessus. Bon, il y a eu des contentieux, des choses comme ça, mais c'était une vraie réussite là-dessus. Un petit exemple, justement, pour dire qu'un brevet, on peut ne pas le garder pour soi, mais en tirer revenu. Et effectivement, en concédant des licences avec des contrats. Donc voilà, c'est ce qu'a fait l'inventeur du spray à coup franc, là, le spray de foot, pour faire la ligne de démarcation de coup franc. Il a essayé justement de le concéder en licence à la FIFA. Bon, ça s'est mal fini parce que ça a fini en contentieux, mais bon, au final, c'est pas encore tranché. Je pense que celui qui a ce brevet-là va se faire beaucoup d'argent. Et va se faire des millions, ou sûrement va réussir à obtenir une licence de la part de la FIFA et va quand même, comme ça, pouvoir tirer des revenus de licence pendant la durée de son brevet, qui est quand même une durée de 20 ans. Voilà. Donc on peut se dire que le mec, il est peinard pendant un certain temps. Et troisième exemple, qu'on aime bien aussi, puisque c'est un exemple en fait, qui était chez nous, qui était au cabinet, c'est WeThings, qu'on a géré de bout en bout, puisqu'on a été leur conseil dès qu'ils ont commencé à monter leur société.
WeThings, ils ont vraiment une stratégie très intégrée, puisqu'ils ont déposé des marques, des brevets, des modèles. C'est ce qu'on met là sur le slide. Des brevets qui pouvaient paraître assez simples, hein, mais qui finalement leur ont été utiles. Là, le brevet, je crois que c'était sur le petit cadran, dans le cadran de la montre, qui faisait le marqueur de pas. Voilà. Bon, il y avait sans doute une petite astuce derrière, mais tout ça pour dire voilà, qu'un brevet, ce n'est pas forcément la nouvelle technologie qui va révolutionner le 21e siècle. Ça peut être quelque chose d'assez simple. Et, voilà. Et cette stratégie brevet a quand même permis à WeThings de se faire racheter par Nokia, je ne sais pas, il y a 1 ou 2 ans. Voilà. Et sachant que même WeThings a utilisé ses droits en justice, parce qu'ils ont fait une action en contrefaçon sur la base du dessin et modèle contre une société chinoise, justement, je crois. Ouais. Voilà. Sur le modèle de balance. Voilà. Et c'est aussi pour vous dire que sur le petit objet qui est une montre, il y a une marque, il y a un dessin et modèle et il y a un brevet. Et tout ça, ce trio en fait, de protection peut plaire et plaît à l'investisseur parce qu'il voit que WeThings, sur un seul objet, a protégé de manière globale sa montre. Oui, parce que la conclusion, par rapport à notre titre, on se disait, voilà, déposer des brevets ou déposer le bilan. Et en fait, une chose est sûre, c'est que c'est vraiment ce qui va permettre à une société de se développer et de perdurer, en fait. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de sociétés, peut-être que les premières années, ils ne déposent pas, mais ils finissent toujours par déposer. Parce que sans brevet, je parle des brevets surtout, mais bon, les marques et les dessins et modèles ont aussi un rôle à jouer. Mais sans ça, on ne peut pas durer dans le temps. Pourquoi ? Parce que, en fait, la propriété intellectuelle, déjà, premièrement, donc ça permet de protéger ce que vous faites et d'empêcher les autres de copier. Mais ça permet aussi de protéger ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas, en fait, voir entre les mains des autres, en fait. Donc ça, parce que vous n'êtes pas obligé d'exploiter vous-même, mais ça permet de prendre position, d'occuper le terrain. Et c'est ça qui va vous permettre de vous développer. Ensuite, une chose importante, la propriété intellectuelle, c'est ça qui va déterminer vos choix de développement. Parce que d'une part, vous avez vos contraintes technologiques, mais il y a aussi les contraintes des brevets des autres. Si vous voyez que le terrain est occupé, dans une voie, vous n'allez pas adopter cette voie-là, vous allez choisir d'autres solutions technologiques. Et ça, c'est très important que vous vous protégiez vous-même, mais que vous regardiez aussi les brevets des autres qui vont déterminer votre liberté d'exploitation. Et enfin, donc, quand vous développez un portefeuille de titres, vous augmentez la valeur de votre société parce que ça a une valeur, ça contribue à la valorisation de votre société. Donc voilà. Retenez bien ces 4 points, tout est là.